va démarrer, si vous le voulez bien, cette conférence sur l'idée qu'on a eue à la Chambre de commerce avec nos chers partenaires de la Banque de France et de Pôle emploi, avec leurs imminentes représentantes. Voilà, donc charité bien ordonnée fait qu'on commencera par les filles. Et puis je terminerai. L'idée de cet après-midi, c'est de prendre 45 minutes pour présenter les sujets qui nous préoccupent. Et ensuite, de vous laisser le temps de répondre, de préparer des questions-réponses. Si on peut y répondre en direct, on le fera bien volontiers. À défaut, on utilisera le service de Savoexpo pour vous passer les réponses. Alors, décrypter la conjoncture du territoire, bien sûr, c'est de la Savoie. Hein, on est très chauvin ici. Et pour surtout éclairer vos décisions de demain. Donc, Decidia, c'est avant tout une première réunion des chefs d'entreprise savoyards et de leurs équipes. Et donc l'intérêt, c'est que de tous ces ateliers et de cette conférence, c'est de profiter de ce moment pour vous mettre à jour de plein de sujets, qu'elles soient régaliennes par les normes, les applications ou de différents sujets. Le but, c'est qu'après ces 2 jours, vous puissiez rentrer dans vos entreprises et puis être tout de suite dans l'action, dans l'application, parce que vous verrez que, bon, on a des nuages qui s'annoncent. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Lise Gandry-Talarico, qui est directrice départementale de la Banque de France. Et ensuite, Bénédicte Brugière-Cada interviendra sur la partie emploi. Et moi, j'essaierai de faire une synthèse de tout ce qu'ils ont dit dans notre langage quotidien, la Chambre de commerce, avec tous les élus de la Chambre, pour vous parler de ce que nous, on vit également au quotidien. Voilà, Lise, à toi de jouer. Rose, c'est pour les filles. Micro-Rose, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, moi, je vais faire une intervention en 2 points. La première, c'est vraiment vous présenter où est-ce qu'on en est en termes économiques. Donc, un petit balayage des fondamentaux macroéconomiques avec une perspective sur 2024-2025. Et puis, dans un deuxième temps, je vous montrerai quelques extraits d'une étude que l'on vient de réaliser pour le compte de l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et du département de la Savoie. Donc là, ce sont vraiment des indicateurs sur la Savoie, sachant qu'au niveau de la Banque de France, nous réalisons des diagnostics de territoire pour éclairer les décisions des acteurs économiques. Alors, ce que je vous présente, en fait, ce sont des données qui sont issues de nos analyses économiques. Donc, on a des analystes à la Banque de France, mais pas que. On a aussi vraiment beaucoup d'échanges directs sur le territoire. En Savoie, on est en relation chaque mois avec 70 dirigeants pour vraiment capter dans tous les secteurs les problématiques conjoncturelles. On réalise des entretiens de cotation et chaque mois, 8500 chefs d'entreprise sont interrogés au niveau national et ça nous permet vraiment de dégager ces tendances que je vais vous présenter. Donc voilà, alors très rapidement d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous connaissez hein, l'évolution de l'activité, on a eu une baisse d'activité importante et un rebond assez fort. Premier message qui est quand même très important, rappelez-vous, il y a quelques mois, on se posait la question de savoir si on n'allait pas avoir une récession. Aujourd'hui, dans les analyses que nous faisons, nous avons totalement écarté le risque de récession. Par contre, on se rend bien compte que là, on fait face à un ralentissement. Donc là, on est vraiment sur cette phase-là, un ralentissement, mais pas de récession. Alors, donc, Bénédicte en parlera bien mieux que moi, mais je voulais quand même faire un petit panorama, justement, sur l'emploi de façon globale, nous, tel qu'on l'analyse. On voit bien que l'emploi, dans cette phase un peu particulière, c'est la plus grosse surprise qu'on ait eue en termes économiques, parce que d'habitude, quand on a une crise, finalement, à un moment donné, on a vraiment une chute très importante de l'emploi. Et en fait, ce phénomène-là, il ne s'est pas produit. On a eu une création en France de plus de 300 000 emplois. Et là, on voit que même si on va avoir une baisse de l'emploi, dans les prévisions, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement massif. Alors, ce retournement aussi un petit peu du côté de l'emploi, il s'explique parce qu'on attend un redressement de la productivité. La productivité a pas mal chuté sur la dernière année. Pourquoi ? Parce que, et Bénédicte en reparlera, on a vraiment cette problématique de rétention des compétences dans les entreprises, première chose.
Et puis après, on a d'autres facteurs qui ont joué, comme par exemple le développement de l'apprentissage. Mais on s'attend à une augmentation de la productivité. Dans nos enquêtes mensuelles de conjoncture, il y a 2 indicateurs qu'on suit depuis la crise. Le premier, c'est les difficultés de recrutement. Donc là, les difficultés de recrutement, elles restent assez stables. On a toujours une entreprise sur 2, à la fois au niveau national, mais en Savoie, c'est particulièrement vrai, qui cherche à recruter. Et ça, on n'a pas de détente sur cet indicateur-là. Par contre, dans les échanges qu'on peut avoir avec les chefs d'entreprise, les échanges récents, on voit bien que finalement, on est passé d'une problématique de recrutement qui était assez conjoncturelle, liée vraiment à un phénomène de demande importante dans un contexte particulier, à quelque chose d'un petit peu plus structurel, avec vraiment des problématiques très spécifiques. Deuxième élément, c'est la part des entreprises qui indiquent des difficultés de recrutement. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on voit que c'était une grosse problématique au printemps dernier. On avait plus de 60% des entreprises dans l'industrie et plus de 50% des entreprises dans le bâtiment qui avaient ces problématiques-là. Et là, on voit bien une détente importante. Donc ça, c'est plutôt un signal positif. On a plus que 17% des entreprises dans l'industrie et 9% des entreprises dans le bâtiment. Alors, autre sujet très important, l'inflation, toujours sur le devant de la scène. Quand on regarde l'inflation, l'élément important, vous voyez l'inflation totale sur la courbe de gauche. La bonne nouvelle, c'est que nous avons passé le pic d'inflation début d'année. Donc là, on voit cette détente sur l'inflation qui reste élevée, qui reste trop élevée. Ce qui est intéressant, c'est de voir les composantes de l'inflation. On voit très bien, alors je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs là, la composante énergétique, je ne sais pas si je peux le pointer, mais, composante énergétique en gris, en 2022, qui était extrêmement forte, qui est restée un petit peu importante en 2023, et là qui est en train de diminuer. Et la composante alimentaire qui a pris le relais en 2023, énergie, alimentation, c'est vraiment des composantes volatiles qui ont été extrêmement fortes, mais qui ont été, qui restent encore importantes, mais qui sont assez volatiles. Quand on regarde sur le panier moyen de l'INSEE, est-ce que vous savez quelle est la part de l'énergie dans le panier de l'INSEE ? 10%, et la part de l'alimentation, 20%. Donc, ce n'est pas la majorité, mais c'est vraiment ces choses-là auxquelles on est très sensible parce que ça touche les achats du quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir cette diminution d'inflation, mais ce qu'on voit bien, c'est que dans les composantes de l'inflation qu'on a, qu'est-ce qui va se produire en 2024 et 2025 ? L'alimentation, elle va être alimentée par la hausse des prix dans les services, essentiellement portée par la hausse des salaires. Donc c'est cette inflation-là sur laquelle la Banque de France, va pouvoir, je suis allée trop vite, va pouvoir agir. Et on agit comment sur l'inflation ? On agit par le biais de la politique monétaire. Donc il ne vous a pas échappé que les taux ont augmenté un petit peu, voire beaucoup, et très, très vite. Donc là, on est passé de taux négatifs, on était à moins 0,5% en milieu d'année dernière, à 4% au niveau du taux de refinancement. Aujourd'hui, donc on est arrivé à un plateau, et souvent la question, alors je vais la dire, la question, en fait, on nous dit, mais du coup, là, on est à 4%. Déjà, 1, quand est-ce qu'on va descendre ? Et est-ce qu'on va descendre ou est-ce que ça va monter ? Et 2, pendant combien de temps il va falloir attendre ? Alors, je vais vous répondre. La première chose, c'est que là, nous, au niveau de la Banque de France, on considère que le niveau des taux actuels correspond au niveau qui va nous permettre de juguler l'inflation. Donc, on ne s'attend pas à une augmentation des taux à date. Et par contre, ce qu'il va falloir faire pour juguler cette inflation, c'est vraiment de maintenir les taux pendant un certain niveau. Parce que pour que la politique monétaire agisse, il faut entre 1 et 2 ans. Donc, on peut s'attendre, par contre, à ce que les taux restent sur les niveaux actuels encore un certain temps.
Alors, ce qui fait qu'au niveau du taux de croissance des encours de crédit aux entreprises, il y a un impact. On a un ralentissement du taux de croissance aux entreprises, mais par contre, on n'a pas d'effondrement. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate bien en Savoie. On a ce ralentissement, on le suit de près. On voit bien que dans la dynamique d'investissement, et c'est ce qu'on voit en Savoie notamment, on a plus de dynamique sur le crédit d'investissement que sur le crédit de trésorerie, ce qui s'explique aussi compte tenu de la situation financière actuelle des entreprises. À noter quand même, vous le voyez sur le graphique de droite, c'est qu'au niveau des taux d'intérêt, au niveau de la France, nous sommes le grand pays de la zone euro qui a les taux d'intérêt aujourd'hui les plus faibles de la zone euro. Voilà, donc là c'était très général. Je vous présente quelques slides. Alors là je fais un peu de teasing justement pour l'étude que l'on a réalisée pour le compte de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et du département et qui devrait sortir dans les mois qui viennent. Donc là c'est vraiment une étude qui est spécifique sur la Savoie. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, mais je trouve que c'est assez intéressant de l'objectiver. On voit qu'on a un territoire très spécifique, non pas par rapport à la composition par nombre d'entreprises. On a un tout petit peu plus d'entreprises. Donc ça, c'est les cylindres de gauche quand on compare Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes. On a un peu plus d'entreprises de services, un petit peu moins d'entreprises dans l'industrie et le bâtiment, et à peu près le même nombre dans le commerce proportionnellement qu'Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde les effectifs, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée produite, là, vraiment, on voit bien que la valeur ajoutée produite sur notre territoire, elle est extrêmement dépendante des services. On a 42% de la valeur ajoutée produite par les services en Savoie contre 35% au niveau régional. On est 7 points au-dessus. Alors ça, c'est vraiment pour illustrer là, les évolutions de chiffre d'affaires de la Savoie que vous avez en rouge par rapport à Auvergne-Rhône-Alpes. Comment est-ce qu'en Savoie, nous, on a passé la crise? Et bien en fait, on l'a passé avec une diminution beaucoup plus importante qu'au niveau Auvergne-Rhône-Alpes du chiffre d'affaires, ce qui s'explique aussi par la composition plus importante au niveau du secteur des services qui a été fermé, et un rebond extrêmement fort. Et vous voyez sur les bilans qu'on a pu collecter en 2022, le rebond en Savoie a été extrêmement important, hausse moyenne de 20% des chiffres d'affaires. Quand on regarde en comparaison la valeur ajoutée, donc on a le même type de courbe, mais la valeur ajoutée a encore plus augmenté que le chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on a eu un rebond fort, mais qui a vraiment profité aux entreprises de la Savoie et qui a permis de consolider la valeur ajoutée du territoire. Au niveau des effectifs, on voit que là, le renfort d'effectifs en Savoie a été extrêmement dynamique parce qu'il a fallu accompagner cette reprise importante et plus dynamique d'activité. Alors, ce qui nous crée effectivement sur le territoire des tensions qui sont importantes, hein, mais c'est vraiment lié à cette dynamique extrêmement forte. Au niveau de la trésorerie, parce que souvent, en fait, on nous dit, mais au niveau de la trésorerie, c'est un peu plus compliqué, on a des signes. Alors, ce que je vous montre ici, c'est ce qui ressort des bilans des entreprises. Donc, nous, on collecte l'ensemble des bilans des entreprises. Et quand on regarde les bilans des entreprises en Savoie, on voit que les trésoreries, donc trésorerie active, c'est ce qui sont les disponibilités qu'on a au bilan des entreprises, et ben ces trésoreries se sont vraiment accrues post-Covid. On avait en moyenne dans les entreprises de la Savoie une trésorerie de 60 jours de chiffre d'affaires. On est monté jusqu'à 91 jours de chiffre d'affaires, donc là on est en train de diminuer un petit peu, mais on voit bien que fin 2022, on avait des entreprises qui étaient en bonne situation de trésorerie. Alors ça diminue sur 2023, néanmoins, on est vraiment sur une situation extrêmement solide, et d'ailleurs en Savoie, plus solide qu'au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Et quand on regarde la trésorerie passive, donc qui est le recours au crédit court terme, on est mieux positionné qu'au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. On a une consommation de crédit court terme
en moyenne sur les entreprises qui est moins forte qu'au niveau régional. Capacité de remboursement. La capacité de remboursement moyenne des entreprises savoyardes est tout à fait correcte. Et on a aujourd'hui une entreprise sur 2 en Savoie qui peut rembourser ses dettes en moins d'1 an et demi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les slides, mais juste pour conclure, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vécu une période qui est extrêmement compliquée, ça c'est sûr, mais néanmoins, on voit vraiment cette résilience de l'économie. Dans l'étude, juste pour vous donner 2-3 focus, on peut voir aussi d'autres éléments particuliers en Savoie. Dans l'industrie savoyarde, ce qu'on voit, c'est que vraiment, on a été porté aussi par la composante export qui a été extrêmement forte en 2022-2023. On s'attend là plutôt à un ralentissement. On a des entreprises industrielles qui ont un taux de valeur ajoutée qui a été plutôt en retrait, mais qui reste néanmoins supérieur au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'en fait, les entreprises industrielles ont bien maîtrisé leurs charges, mais par contre, elles ont eu à subir la hausse des matières premières, et ça, on le retrouve bien dans les déterminants économiques. Dans les services, on a vraiment une bonne dynamique. Une chose très importante en Savoie et qui traduit vraiment la dynamique du territoire, c'est qu'on voit que les investissements dans les services sont restés extrêmement dynamiques. Donc ça, je pense que c'est aussi une des forces du territoire. On voit que la transformation est en marche sur le territoire. Donc ça, c'est plutôt positif. Et dans le bâtiment et le commerce, on a des indicateurs de fragilité qui nous montrent que finalement, la situation de fragilité des entreprises est moins forte. Finalement, on est en meilleure situation post-crise qu'avant crise. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à Bénédicte Brugère-Cada et on réservera les questions à la fin, du coup. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous parler des impacts de cette situation économique sur le marché et les dynamiques de l'emploi et également les effets sur les tensions de recrutement, puisque nous sommes un département aujourd'hui qui a de très fortes tensions et des difficultés de recrutement avérées. On va voir un petit peu pourquoi et surtout quelles sont les solutions à trouver, puisque nous avons aujourd'hui un certain nombre d'entreprises dans l'ensemble des secteurs qui, par défaut de recrutement, doivent parfois un petit peu ralentir leur activité ou leur croissance. C'est dans l'autre sens. Alors, quelques chiffres aussi pour vous donner un état de la situation. On a aujourd'hui, les chiffres se situent à fin juin 2023. Je pondérerai un petit peu sur des données qui commencent à nous arriver là sur le 3e trimestre à fin septembre. Mais globalement, on voit que sur l'emploi salarié, ce que disait Lise tout à l'heure, se traduit sur l'emploi salarié privé. On est à plus 2,9%, donc des emplois salariés qui se tiennent bien dans le département et qui sont en hausse sur un an. Les recrutements, donc là, ce sont les déclarations préalables à l'embauche, qu'on exclut l'intérim et on regarde les contrats de plus d'1 mois. On est à un peu plus de 134 000 recrutements et on est à plus 3%. Donc là aussi, sur un an, cette bonne tenue économique et la traduction dans les recrutements des entreprises est avérée. Avant le Covid, on n'était pas forcément sur des chiffres positifs sur ces sujets-là sur le département de la Savoie. Donc on a une situation vraiment très, très favorable. Et bien évidemment, ça a un impact sur le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi puisque nous sommes encore à fin juin concernant les demandeurs d'emploi disponibles, c'est-à-dire la catégorie A, sur une baisse de 5,1%, qui est une des plus hautes de la région, et avec 15 382 demandeurs d'emploi disponibles. Vous verrez tout à l'heure, quand on regarde des offres que nous brassons sur une année, il y a nettement plus d'offres que de demandeurs d'emploi. Et la tension sur le département s'explique beaucoup par un manque de personnes inscrites, tout simplement parce qu'elles travaillent. Sur le taux de chômage, nous avons, là, alors on ne voit pas très bien les chiffres, mais sur la Savoie, nous sommes à 5,1%. Ça veut dire que l'objectif de 5% pour atteindre le plein emploi en fin de quinquennat, notre département y est déjà. Si je prends la Maurienne, par exemple, on est déjà à 3,9 et on n'a pas démarré la saison. Donc ça va encore baisser, là, sur les mois qui viennent, à partir des embauches du mois de décembre. Le régional est à 6,1 et au niveau national, on est à 6,9. Donc vous voyez, on est nettement plus bas que les niveaux nationaux. Donc ça se traduit aussi sur ce taux de chômage. Qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'emploi ?
Aujourd'hui, concernant les demandeurs d'emploi, je vous ai donné le chiffre de ceux qui étaient disponibles. Il y en a beaucoup plus d'inscrits. Aujourd'hui, 6 sur 10 ou 5 sur 10, ça dépend de notre saisonnalité savoyarde, travaillent. La Savoie a une particularité dans les contrats de travail, c'est qu'on a une part des contrats courts beaucoup plus forte qu'ailleurs. C'est très lié à la saison touristique et aux emplois tertiaires associés à la saison touristique, mais c'est vraiment un marqueur important qui explique aussi une des difficultés de recrutement. C'est-à-dire que le sujet de proposer du contrat long ou du CDI est plus attractif qu'un des contrats courts. Autre élément qui est assez nouveau et qui s'est vraiment accéléré depuis la reprise post-Covid, c'est la concurrence multisectorielle. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez une concurrence extrêmement forte dans un même secteur. L'industrie se faisait concurrence dans le secteur de l'industrie. Le transport, avec le transport majoritairement. Aujourd'hui, c'est complètement croisé. Donc, je vous ai mis des extraits d'un schéma un peu global et très compliqué sur des secteurs prégnants. Mais on voit bien que BTP, transport, logistique, industrie, en fait, ce pic des salariés, vous avez un impact très fort sur les conditions de travail sur ces 3 secteurs-là, parfois au détriment de l'industrie, c'est-à-dire que les horaires postés, à salaire équivalent, des gens vont préférer aller sur du transport et de la logistique ou du bâtiment parce qu'on a le week-end, parce qu'on a les jours fériés, ou bien que les horaires, même s'il y a des équipes dans certaines entreprises du bâtiment, on n'est pas sur du 5-8 ou du 4-8 par exemple. Et puis dans le tertiaire, alors là, on va avoir tout ce qui est commerce, hôtellerie, restauration et services aux particuliers et aux collectivités. Services aux particuliers, c'est là qu'on va trouver aussi tous les métiers de la santé et de l'aide à la personne, secteur en extrême difficulté de recrutement et avec des sujets derrière de soutenabilité sociale auprès, entre autres, des personnes âgées extrêmement importants. Les difficultés de recrutement, l'enquête besoin de main-d'œuvre qui est menée par Pôle emploi chaque année sur le département de la Savoie. Tout à l'heure, Lise parlait d'une entreprise sur 2 qui exprime des difficultés de recrutement. Sur la Savoie, c'est en augmentation et c'est 64% des entreprises qui considèrent que leur recrutement va être très compliqué et qu'ils ne vont pas forcément trouver de candidat ou le candidat idéal. Et pour vous donner un ordre d'idée, à l'année, on va arrondir 41 500 offres sur les 12 derniers mois pour 15 482 demandeurs d'emploi inscrits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus d'offres que de demandeurs d'emploi. Donc, c'est les chefs d'entreprise ou les recruteurs qui se posent la question de « mais pourquoi je n'arrive pas à recruter ou pourquoi personne ne postule ?» La réponse est là. Sachant que lorsque l'on prend les demandeurs d'emploi disponibles, le premier métier recherché qui est sur le nettoyage de locaux, c'est pas là où on a le plus d'offres, c'est 400 demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que dans ces 15 000, premier métier représenté, 400. Après, on va être sur des nombres très très petits qui parfois sont de moins de 10 personnes sur certains métiers. C'est par exemple le cas en Maurienne l'hiver, sur les métiers du bâtiment. Et avec le chantier du Lyon-Turin, qui aussi a un effet très dynamique sur le secteur du bâtiment sur notre département, on est là sur une pénurie et non pas sur un problème de compétences des demandeurs qui ne correspondraient pas à celles des entreprises. Donc en fait, tous ces éléments sont quand même le constat d'une activité économique et d'un marché du travail qui se porte bien. Et forcément, dans les stratégies de recrutement, des évolutions sont absolument nécessaires. La plupart des entreprises et des recruteurs s'en sont rendus compte, surtout pour celles qui recrutent régulièrement. C'est un petit peu moins vrai pour les TPE qui ont des recrutements beaucoup plus ponctuels ou étalés dans le temps, qui sont souvent assez démunis par rapport à ce constat de manque de candidats, ou bien quand un candidat s'est manifesté, il ne vient pas forcément, voire il ne signe pas forcément de contrat de travail. Parce que c'est un sujet que je vais développer ensuite. Quand on a un candidat, il faut signer tout de suite. C'est pas dans une semaine ou dans un mois. C'est le lendemain quasiment qu'il faut les faire démarrer lorsqu'on finalise un recrutement. Il y a la notion de stratégie de différenciation. Donc ça, on en parle beaucoup, en particulier sur la question de la marque employeur. Aujourd'hui, il y a énormément de structures, en fait, ou de clubs d'entreprise, ou de les chambres consulaires, enfin tout un tas de partenaires qui proposent des choses sur la marque employeur. Extrêmement important. La marque employeur, c'est se faire connaître, être attractif. Et là, on a des secteurs qui ont un sujet d'attractivité encore extrêmement prégnant parce qu'une vision dégradée, c'est le cas de l'industrie par exemple, mais on a aussi des choses autour du transport qui, avec l'impact carbone, est en train un petit peu de se dégrader par exemple. L'aide à la personne, extrêmement compliquée et une vision aussi dégradée des métiers. La question de l'engagement des salariés, les entreprises n'y pensent pas souvent, mais il est vrai que parfois, une des meilleures façons de recruter, c'est par la cooptation. Donc, certaines grandes entreprises, d'ailleurs, ont mis en place des primes de cooptation quand des salariés arrivent à attirer des nouvelles personnes dans les entreprises.
Il y a la question de la visibilité. Quand on recrute, il faut le faire savoir. Donc, il faut déposer une offre d'emploi et la rendre visible. Bien sûr, Pôle emploi, qui est aujourd'hui le site qui offre la plus grande visibilité, mais tous les autres job boards, donc tous les autres sites en ligne, sont aussi à utiliser quand on a un recrutement. Il ne faut pas se limiter sur ce sujet-là. Et il ne faut pas croire non plus que parce qu'on dépose une offre, tout le monde va se précipiter. Il n'y a que le recruteur et l'entreprise qui est convaincu de tout l'intérêt de son entreprise. Pour un demandeur d'emploi qui a en visibilité annuelle 41 000 offres, l'offre unique ou même si une entreprise nous met une vingtaine de postes, ça passe totalement inaperçu. Et donc, il y a une question de rédaction de l'offre d'emploi. Une grande partie des offres aujourd'hui n'indique pas le salaire. Il y a marqué selon expérience ou à négocier, etc. C'est comme sur le Bon Coin. Sans photo, l'annonce, les gens ne se positionneront pas. Deuxième élément sur les offres d'emploi qu'il est nécessaire peut-être d'ouvrir lorsque c'est possible, c'est la durée de l'expérience. Puisque vous avez souvent un certain nombre d'années d'expérience exigées. En faisant ça, on se ferme complètement la porte à toutes les nouvelles personnes qui sortent de l'école ou bien qui sont en reconversion. Nous avons chaque année sur la Savoie 7500 personnes qui entrent en formation dans un projet de reconversion professionnelle pour se réorienter. Ces personnes-là n'ont pas d'expérience dans le nouveau métier. Par contre, elles peuvent avoir beaucoup d'expérience dans d'autres secteurs et sur une autre activité professionnelle. Si l'offre exige 5 ans d'expérience, les personnes ne se positionneront pas. Donc on peut se couper aussi de candidats intéressants. La stratégie réseaux sociaux, elle devient de plus en plus essentielle, surtout pour des entreprises qui seraient sur des secteurs à l'image un peu dégradée. C'est très vrai sur les jeunes générations, mais aussi sur les autres générations. Une entreprise qui n'a pas donné réponse à un candidat ou qui a engagé un process de recrutement qu'il a arrêté et qui a traîné pour répondre, c'est la traînée de poudre. Et vous pouvez être sûr que, par exemple, les élèves de la même école ou des mêmes types de formation ne se représenteront pas. Ça, c'est pas forcément très connu et maîtrisé de la part des recruteurs, qui sont plutôt des gens, on va dire, dans un quadra, quinquas, voire plus, qui n'ont pas cette logique-là, réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment un conseil extrêmement fort en termes d'intégration. Et puis, bien sûr, il faut ouvrir la façon de sourcer, la façon de recruter. Déposer une offre n'a jamais suffi. Alors, aujourd'hui, si vous ne faites que déposer une offre lorsque vous recrutez sans une action à côté en termes d'action de recrutement avec Pôle emploi, avec d'autres partenaires ou même soi-même, ça ne sert quasiment à rien puisque votre offre elle est très peu visible au milieu de toutes les autres. Et là, il y a tout un tas d'actions qui sont mobilisables. Déjà, les portes ouvertes, accueillir des gens en immersion et en stage. Il y a un réseau qui s'appelle Les Entreprises s'engagent, qui est aujourd'hui très mis en avant et qui cherche à s'élargir pour que des nouvelles entreprises adhèrent pour justement se faire connaître comme entreprise accueillante, prête à faire venir des personnes en stage, à les accueillir en formation ou à faire découvrir leur métier, donc participer à des actions de découverte des métiers, par exemple. Et puis, il y a tous les leviers de la formation, puisque comme on a moins de personnes aux compétences attendues des entreprises, le principal levier, c'est la formation. Et là, il y a tout un tas de dispositifs qui va de la formation courte au sein de l'entreprise même jusqu'au contrat en alternance plus long, qui sont mobilisables et qui sont finançables. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut aborder. Un dépôt d'offre sur pôle emploi.fr par une entreprise, si aucun candidat ne remonte, c'est que les compétences recherchées n'existent pas dans les candidats inscrits. Un des leviers, c'est de s'ouvrir et peut-être de voir quelles seraient les formations envisageables pour amener des gens vers ces entreprises. Et puis sur la question du recruter autrement, on voit que les entreprises qui sont très présentes sur des actions de type forum de l'emploi, de type stade vers l'emploi, là ce sont des actions où on va mettre en place des épreuves sportives avec un anonymat, des équipes mixtes, demandeurs d'emploi entreprises et ensuite un job dating, marchent bien et permettent aussi aux entreprises de découvrir des talents qu'elles n'auraient jamais convoqués en entretien. Les retours de ces actions-là, c'est qu'une fois sur deux, les personnes n'auraient même pas appelé suite à lecture du CV. Là, on crée la rencontre, en fait. Et donc, ce nombre d'actions chez l'ensemble des partenaires de l'emploi sont en train de se multiplier. Si je ne prends que le réseau Pôle emploi, c'est une action par semaine qui se mène dans l'ensemble des agences, à minima. Donc, autant vous dire qu'on a une capacité à brasser et qu'il faut vraiment que les entreprises voient avec Pôle emploi ou d'autres partenaires pour participer à ces types de choses. Et puis, dernier sujet, il y en aurait des tas d'autres à aborder, c'est ce qu'on appelle le recrutement par simulation, donc sur habileté, qui est aussi une méthode de recrutement où on ne va pas du tout regarder l'expérience, le diplôme, les origines professionnelles des personnes. On va les mettre en situation avec des tests construits avec l'entreprise pour permettre un recrutement derrière et une formation, si besoin, que nous pouvons financer pour permettre une bonne intégration au sein de l'entreprise. Et le dernier point, et je conclurai là-dessus,
c'est qu'une fois qu'on a recruté, il faut les garder. Ça, c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant et on a des départs d'entreprises, des entreprises d'un certain nombre de salariés qui se multiplient. On a beaucoup de retours, nous, d'entreprises qui ont recruté. Au bout du 2e jour ou au bout d'une semaine, les personnes sont reparties. Et ça, c'est les stratégies en fait, d'intégration ou d'onboarding, comme on dit aujourd'hui, qui ne sont pas très, très développées dans les cultures des entreprises, qui est tout ce process entre le premier jour d'arrivée, l'accueil, la notion d'intégration dans l'équipe et de faire équipe, et toutes les premières semaines d'arrivée d'un salarié pour qu'il ait envie de rester, de s'investir et de s'engager dans son entreprise. Ça, ce sont aussi des sujets, je pense, où il y a beaucoup de choses à développer pour l'ensemble des partenaires de l'emploi. Et je vais passer la parole à Monsieur le Président de la CCI. Et vos questions seront bienvenues, bien évidemment, après les interventions. Elles sont parfaites, on voit que c'est... Voilà, pile 15 minutes chacune. Oui, c'est mieux, Bénédicte. Bon, vous avez vu ces bons conseils. Alors moi, je vais avoir tout de suite la pression parce qu'on a notre président Philippe Guérand régional, le directeur général et le directeur des institutions, Olivier Jurquet et Serge Baucher. Donc on est ravis de les avoir de notre côté. Voilà, on essaye de lancer une première. C'est le salon des décideurs. Voilà, et en Savoie, c'est une première. Donc, pour ce qui concerne la Chambre de commerce, je vous rappelle, c'est un établissement public géré par des chefs d'entreprise. Et c'est à ce titre qu'on participe à cet après-midi pour parler un petit peu de nos élus et de ce qui nous remonte, nous, en direct. On a notre sondage en temps réel sur ce qui se passe sur notre territoire. Alors, toujours pareil, quelques chiffres pour que vous puissiez cerner les enjeux de ce qu'il y a devant nous. Voilà, on a essayé de le faire assez sympathiquement. Les CCI ont lancé une consultation récente sur, vous savez, c'est Opinion OS, sur ce que vous pensez, vous, chef d'entreprise, du contexte actuel. Et on s'aperçoit que beaucoup d'entre vous, 38%, disent que c'était mieux hier. Bon, il y a peut-être un effet nostalgie pour les plus anciens d'entre vous. C'est très bien en ce moment. Élise l'a rappelé qu'effectivement, on a passé une année 2022 plutôt très très bonne, pour le département de la Savoie, que je dirais jusqu'à fin du premier semestre 2023, ça se passait pas trop mal, et qu'on commence à sentir un petit peu poindre quelques difficultés. Ce sera mieux demain, 25%. Voilà. Mais j'ai souhaité attirer votre attention parce qu'on a dans nos élus les branches du secteur du bâtiment. Et donc, on s'aperçoit que pour eux, c'est cette réaction du sujet des entreprises. Alors, je vous rappelle que l'étude a été faite sur des entreprises de 3 à 49 salariés. C'est pile le profil savoyard, on n'a pas des multinationales ou alors se débrouillent sans nous, très très bien d'ailleurs, même si leur marché mondial a tendance à se crisper. Pour le bâtiment, alors c'était mieux hier à 31%, c'est très bien en ce moment, effectivement, il faut finir les chantiers, il y a plein de choses à faire. Par contre, on commence à avoir une petite différence d'appréciation sur ce sera mieux demain et ils sont plus que 16%. Voilà, c'est un zoom sur lequel on va attirer l'attention de tous les pouvoirs publics. On discute entre nous, on était à Lyon ici. Hier, le directeur régional de la DGFiP nous a fait des comptes rendus de parcours assez... Parce qu'il a quand même la température des 3 départements à fin août, avec quelques inquiétudes effectivement sur ce qu'il prépare. Et nous, en Savoie, on a une échéance annuelle qui est la saison d'hiver. Le ski, c'est tout fini pour certains, mais sans le ski, c'est sûr que c'est tout fini. Donc, on a quand même à préparer cette saison le mieux possible. Alors, Lise a parlé un peu des conséquences de l'inflation. On s'aperçoit que 87% des dirigeants sont encore plus attentifs que d'habitude à leur compte d'exploitation. Effectivement, on s'aperçoit que tous les postes du compte d'exploitation subissent des hausses folles, des achats qui ont tendance un petit peu à se normer un petit peu, mais enfin, on ne les voit pas tellement baisser. Je ne parle pas de tous les postes de charge avant la masse salariale, parce que alors là, c'est au niveau des taxes, au niveau de l'énergie. Alors c'est un vrai sujet, l'énergie, même s'il semble y avoir une détente en perspective de la France qui se déconnecte depuis hier, c'est du temps réel. Pour la suite, on semble se diriger vers une décorrélation du gaz et de l'énergie. On n'a jamais compris pourquoi on s'est collé là-dedans. Cela étant, le mégawattheure était à 1 000 € l'année passée, à peu près la même période. Et on nous annonce, malheureusement pour 2026, 60 €. Donc je vous laisse mesurer les choses. On parlait avec des chefs d'entreprise tout à l'heure. Ils ont une ligne de 40 000 € de plus sur le compte d'exploitation.
On a, Lise peut le dire, il y a quand même pas mal de petites entreprises, il n'y a pas que des entreprises importantes en Savoie, et que c'est des sommes qui fait qu'effectivement, une fois qu'on a payé la masse salariale, il faut bien des collaborateurs qui ont envie d'aller travailler, donc les salaires qui suivent l'inflation, ça semble le minimum, même si c'est jamais assez quand on travaille, ce qui est assez cohérent. Il n'empêche que l'attitude que vous avez, votre réaction sur ce qu'il y a lieu de faire, c'est effectivement, il faut suivre le problème des énergies, des économies. Alors ça, c'est plutôt favorable parce qu'on se dit que dans des périodes un peu tendues, c'est peut-être l'occasion de se poser sur son compte d'exploitation puis d'essayer d'absorber les choses pour la suite. Le but, c'est de prendre des décisions qui soient durables. C'est vrai que c'est un vrai sujet, même si on nous annonce des baisses en tarifs, sur les tarifs d'électricité. Les enjeux pour vous et les impacts de l'inflation avec une priorité. 4 enjeux prioritaires. La dimension financière, on en parle souvent avec Lise. Peu de formation forme les chefs d'entreprise aux éléments financiers. Quel que soit le métier, on y arrive tous à un moment donné. Alors, c'est pas parce que j'ai une formation d'expert comptable qui commence à dater maintenant un petit peu, mais cela étant, on se retrouve tous dans ce compte d'exploitation. Et donc, il faut pouvoir y travailler. Vous êtes 74% en pensant que c'est un des enjeux prioritaires pour ce qu'il y a devant nous. Et ça, c'est à date du mois de septembre 2023. La dimension RH, Bénédicte, tu en as parlé parfaitement et tu as donné des conseils judicieux. Il faut accepter de changer ses méthodes. Le recrutement semble tendu en Savoie. On a beau chercher, et c'est normal qu'on ne les trouve pas, nos candidats. Cela étant, former les gens et les faire évoluer dans les postes de l'entreprise, c'est un sujet de chef d'entreprise. De vos entreprises. Nous, on voit à la Chambre de commerce, on a relancé les formations depuis pas longtemps. Je vois mon premier vice-président qui met dans cette démarche, notre directrice générale Nelly Favra, mais on voit une demande importante sur les sujets de la finance, sur les sujets d'apprendre effectivement à recruter autrement et d'être attractif et donner en fait simplement envie aux gens de venir travailler avec vous. C'est un travail d'équipe, il n'y a pas des patrons et des employés qui suivent le burno, au contraire, c'est des équipes et il faut peut-être que certaines formes de management changent et c'est un vrai sujet de RH. On a passé troisième postulat, troisième priorité, on a passé une période favorable. Donc le travail arrivait assez facilement. On avait peut-être du mal à le faire, on ne respectait pas trop les délais. Mais cela étant, on ne sait plus aujourd'hui effectivement dire je passe une nuit blanche pour rendre un dossier le lendemain. On a tendance à dire on attendra un peu, ça se fera tout seul. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus cette obligation de à date. La dimension commerciale, il faut la retrouver parce qu'il va falloir chercher les clients un petit peu de manière un peu plus virulente ça a pu se passer sur les 2 années écoulées à la sortie de la crise du Covid. Et puis, un sujet d'engagement profond, c'est toutes les transitions, qu'elles soient numériques, écologiques, de RH, qui est un chantier énorme et qui aussi, concernant le secteur du bâtiment, est une source de chiffre d'affaires très importante, la rénovation énergétique. On a malheureusement en Savoie, on est sur le podium, la Savoie et l'Haute-Savoie, des plus, je perds mes mots, des passoires énergétiques. Merci Lise, tu suis bien, merci beaucoup. On est leader de ce sujet-là, donc ça laisse mesurer l'importance des travaux qu'il y a à faire et je conseille, parce que dans les difficultés, il y a moyen toujours de créer une belle entreprise. La personne qui veut monter une entreprise indépendante de diagnostic simple, honnête, pour dire aux gens, vous avez des vieilles choses à racheter. Les banquiers sont d'accord pour financer quand c'est intelligent, on sait qu'ils sont là pour ça. Les assureurs aussi pour assurer. Et donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que il faut s'organiser, il faut changer de métier. C'est vrai que quand on a des habitudes, on a des partenariats, on fait du neuf, on creuse un trou, on monte un immeuble, ça semble être quelque chose de révolu avec les lois ZAN qu'on nous impose, les ZFE, les DPE. C'est vrai que la conjoncture s'inverse, elle est difficile. Peut-être que la conjoncture mondiale des conflits ne nous aide pas là-dessus. Malheureusement, il n'y a plus de marché en offre, c'est très compliqué. Enfin, sur la Savoie, on n'a plus de terrain disponible et pourtant on se bagarre pour ça. Mais donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur la rénovation, il faut faire transformer vos entreprises pour pouvoir répondre à cette demande. Mais cette rénovation touche tout un tas de choses. Et aujourd'hui, ça touche même l'organisation interne de vos entreprises.
Je vous ai fait remonter aussi des informations sur votre ressenti à la question, diriez-vous que votre entreprise est concernée ou non par chacune des situations suivantes liées à l'inflation? Alors Lise, l'inflation, on ne sait pas à quel niveau elle se situe exactement, parce qu'on a quand même l'impression, tout le monde a l'impression qu'elle est bien plus élevée que 5%. Dans les années passées. Bon, voilà, c'est peut-être un ressenti, mais on le mesure dans les augmentations qu'on a sur tous les postes de charge, c'est largement au-dessus de ça. Bon, voilà, donc il faut qu'on s'organise. Vous répondez, parce que c'est vous qui le dites, ça, que votre entreprise est encore plus attentive que d'habitude à la gestion de ses charges, on vient d'en parler, mais à 87%. L'inflation peut avoir des conséquences négatif sur la viabilité de votre entreprise. C'est quand même un sujet qu'on n'avait pas trop. Et donc, c'est quand même à 47%, près de 50%. Des premiers risques d'impayés, donc à surveiller le poste client, parce qu'effectivement, ça commence à poindre. Et effectivement, par rapport au banquier qui sert un peu le robinet, c'est plus facile de tirer sur la tête de ses fournisseurs. Mais bon, on essaye de dire qu'il faut payer le plus rapidement possible. Malheureusement, la conjoncture ne va pas nous faciliter la tâche. Beaucoup de chefs d'entreprise pensent, et à 40%, vous pensez que vous allez baisser vos rémunérations. Donc, travailler pour gagner moins, ça va être peut-être quelque chose qui va se profiler, d'où l'importance de bien serrer tous les compteurs. À 23%, beaucoup de vos salariés demandent des avances sur salaire, parce qu'a priori, il faut aller à la fin du mois et ça semble un peu compliqué dans cette période. Et puis, vous êtes 13% à penser que vous avez aussi des difficultés à payer vos propres fournisseurs. Voilà, alors tout ça n'est pas réjouissant. Le but, c'est de vous dire les choses qu'on ressent, qu'on analyse et qu'on ausculte jour par jour. Mais bon, voilà, à nous tous ensemble de trouver les solutions pour passer ce cap. Pour ce qui concerne la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie, on a effectivement des informations assez précises avec Laurence Lombardi qui gère notre fichier. Alors ça dépend des jours. Hein. Fin 2022, au 31 décembre, on avait 36 000 ressortissants clients, on les appelle comme ça maintenant des clients. Et puis grâce à ce superbe outil du guichet unique, qui est une excellente idée, mais qui est une catastrophe dans sa réalisation. On en a perdu 4000, donc on les cherche tous les jours. J'espère qu'on va les retrouver dans le registre national des entreprises. Mais c'est une peine sans nom pour les entreprises pour faire des modifications juridiques aujourd'hui. Les entrepreneurs ou entrepreneuses dans la table doivent le savoir avec leurs conseils. La Chambre, on essaye de faire le mieux possible. C'est pas facile. Par contre, depuis hier ou avant-hier, le 16, on n'a plus le droit de déposer des formalités en papier. L'État nous l'a interdit, à part les comptes. Donc voilà, les comptes sur support papier, on a l'impression de retourner en arrière, alors que tout ça marchait parfaitement. Tout ça pour dire que la création d'entreprise, vous êtes globalement 33% à penser que le contexte est ni plus favorable ni moins favorable. Par contre, le contexte moins favorable à 66%, et nous on le mesure parce que les créations sont beaucoup moins nombreuses. Et c'était un signe, effectivement, sorti de Covid, tout le monde voulait cumuler un job de salarié, un job de consulting, un job, et bon, voilà, on a des choses qui s'inversent fortement. Et c'est un constat à date, et pour l'instant, on est là-dedans. Alors, on s'appuie sur des choses que je voulais vous remonter, parce que le Crédit Agricole des Savoies, avec G2A Consulting, qui conseille les collectivités tous les ans de manière très précise. Hein, les stations se comparent entre elles, essayent de tirer leurs avantages et d'en profiter, a sorti ce qu'ils appellent un observatoire du tourisme durable, qui est une très belle idée pour notre secteur savoyard. On rappelle que sur 100 € de dépenses touristiques, on a 56 € qui reviennent dans toutes les poches des commerçants, mais de tout le territoire savoyard. Donc c'est quand même une somme importante. On rappelle également qu'il faut accueillir bien les étrangers parce qu'ils dépensent 1,6 fois plus que les Français. Voilà, donc il faut, en espérant que les voyages fonctionnent bien, les avions fonctionnent, pour qu'ils puissent venir nous voir. On a des choses positives, c'est que les réservations à date du 10 octobre, ça c'est suivi par Savoie-Mont-Blanc dans lequel on est partenaire, Jean-Sylvain, sont à plus 0,7%, donc c'était quelque chose de plutôt intéressant. Et puis on prévoit une augmentation des nuitées pour la saison de 1%. Alors j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Le focus BTP, c'est un message qu'on m'a demandé de faire passer parce qu'ils sont au quotidien sur le terrain et ils souffrent beaucoup.
C'est des chiffres savoyards, hein, ça. Donc, c'est mise en chantier et des données de Savoie, mise en chantier et permis de construire. Sur les logements commencés, en cumul sur 12 mois à fin août 2023, on a en moins 7,10%. Les logements autorisés sur 12 mois également, on a à moins 20,10%. Voilà, c'est des chiffres très précis. Nos amis notaires, au-delà des agents immobiliers dont on suit les cartes professionnelles, on attire notre attention, notre instance de tutelle, CCI France et Philippe, sur le fait qu'il faut surtout qu'ils soient bien assurés. Nos agents immobiliers, à défaut, ils perdent leur carte professionnelle. Et malheureusement, je signe pas mal de courriers dans ce sens-là. Donc, voilà. Alors, quand on cumule un job de moniteur de ski, un peu accessoire, de l'agent immobilier, etc., on peut se dire qu'il faut faire un choix. Mais bon, ça touche quand même des structures qui fonctionnaient très bien. Les notaires, c'est les premiers en ligne et ils ne font pas grand-chose. Il y en a même qui envisagent de fermer leurs études, hein, parce que l'activité a tellement baissé qu'ils sont fortement inquiets et que l'idée de dire on met en vente son bien pour en acheter un autre, c'est ce que faisait beaucoup de monde aujourd'hui. Ça veut dire que les agents immobiliers, ils pouvaient travailler des deux côtés et rentrer un peu de chiffre d'affaires. Les notaires, bien sûr, ça leur faisait aussi des affaires. Les désistements, il n'y a pratiquement plus une opération qui va au bout, c'est-à-dire qu'elle casse. Ça veut dire que la vente longue, finalement, ne se passe plus. Et ils sont assez inquiets de ça. Donc, on vous remonte cette information. Les réservations immobilières à la date de fin septembre, c'est moins 63%, donc c'est quand même très sérieux. Et bien sûr, la conséquence, c'est que les gens qui produisent des immeubles et qui ont du mal à les vendre, parce que ça semble cher, les taux d'intérêt semblent élevés. Alors moi, sur les taux d'intérêt, Lise, j'ai une petite carrière professionnelle. Mon bureau de Mouchet, dont je suis toujours en partie propriétaire, j'empruntais à 19% et l'inflation était à 13%. Donc le gap de 6% impressionnait pas grand monde à l'époque. Bon, aujourd'hui, 4%, 5% de taux d'intérêt, on va dire. Il faudra accepter, parce que je pense que ça va durer. Hein, les banquiers nous passent cette information-là. Il faudra accepter aujourd'hui de payer un peu plus cher nos emprunts. Voilà. Par contre, effectivement, ça aura une tendance inflationniste. Bon, c'est un sujet qui est des chiffres sur Grand Chambéry, donc on touche au quotidien et c'est la réalité des choses. Voilà. Donc moi, je suis à peu près dans mon timing. Voilà. Ce qu'on avait dit, c'est qu'on réservait des questions-réponses à ceux qui ont envie de les poser, bien sûr. Et puis, on est tout à votre disposition. Moi, je voulais vous remercier, Lise Gandry-Talarico, directrice de la Banque de France, de Savoie, du territoire. Bénédicte Brugière-Cada, qui est notre patronne de l'emploi en Savoie. Vous avez vu que tout ça est dynamique, on travaille beaucoup ensemble, on aime bien faire ces petits parcours à date. Ce qu'il faut, c'est travailler un peu plus. Ah, voilà. Eh ben, ah pardon, c'est pas pour nous ça. Avec pour thématique nouvelle loi sur le partage de la valeur, décryptage et opportunités pour les entreprises, et sur l'espace Varins, hall C à 16h30, l'évolution des compétences, clés de réussite des entreprises. Voilà, c'est le live, direct live. Bon, très bien. Donc, il y a des ateliers. C'était le but de ce salon, hein, c'est que vous appreniez en détail. Merci de votre présence. Alors, je vais vous passer la question peut-être à Laurence, au service de la techno. Voilà, s'il y a un micro qui veut circuler et si vous avez l'envie de poser une question. Voilà, on est là pour essayer de vous y répondre. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux dire un petit mot en attendant. Tu veux nous dire comment tu vois ça de Lyon ? Hein? Non? Allez, viens nous dire un peu. Voilà. Alors, Philippe Guérand, dans son métier, c'est un gros promoteur, hein, donc il peut parler du bâtiment, mais il ne nous en parle pas beaucoup. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci mon cher Marc, de me donner la parole. Très rapidement, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qu'a dit Marc pour la Savoie et Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui est très important de comprendre, c'est que l'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes tient. Donc effectivement, il y a des dangers vers lesquels nous voguons et nous voyons tous. Mais aujourd'hui, ça tient. Nous avons une économie puissante, 270 milliards d'euros de PIB. Donc on est derrière l'Île-de-France, mais bien avant les autres régions françaises. 450 000 entreprises. Et donc un dynamisme d'enseignement supérieur, de recherche qui est vraiment tout à fait exceptionnel.
Malgré tout, il y a effectivement un certain nombre de dangers. On voit la consommation baisser. Vous avez vu que la grande distribution fait état d'une baisse en volume de 5%. Une baisse en volume de 5% dans la grande distribution, c'est absolument colossal. Alors ça ne se voit pas dans les comptes d'exploitation des grands distributeurs parce que l'inflation masque cette baisse en volume pour l'instant, et les prix ne vont pas pouvoir continuer à augmenter indéfiniment, donc à un moment donné ça va se voir, donc baisse de la consommation, et traditionnellement en France la consommation c'est un moteur de la croissance. On constate, et je pense que tu constates la même chose ici, c'est que il y a une différence de plus en plus grande entre les grandes entreprises. Vous avez vu les résultats, notamment celles qui sont en bourse, donc vous voyez les résultats qui sont bons, voire excellents, et les PME-TPE qui commencent véritablement à souffrir tant sur les marges que les trésoreries. Donc il y a un écart grandissant entre les grands groupes jusqu'aux ETI et puis les PME-TPE. Donc ça c'est pas bon parce que ça veut dire que le tissu des entreprises se tend. 3, l'international. Vous avez tous vu que les grandes régions du monde sont maintenant sous un protectionnisme extrêmement dur. C'est l'IRA américain qui n'a strictement rien à voir avec l'inflation. Ça s'appelle l'Inflation Reduction Act, mais ça n'a rien à voir avec l'inflation. C'est une arme de guerre protectionniste pour le sol américain. Et aujourd'hui, nous constatons que pour la première fois depuis des décennies, le volume des locaux industriels aux États-Unis a dépassé le volume des locaux tertiaires. Donc on voit qu'ils ont fait repartir avec ça totalement leur industrie, alors que ce n'est pas du tout effectivement le cas en Europe. La Chine, qui subventionne son industrie automobile électrique, donc qui veut inonder le marché européen et français. Donc les chargeurs nous disent qu'il y a des ordres de transport de véhicules électriques en provenance de la Chine qui sont absolument colossaux. Donc il faut vraiment s'attendre à une vague chinoise sur les véhicules électriques, alors même que nous avons construit les gigafactories dans le nord de la France. Donc il va falloir nous défendre pour pouvoir placer les batteries que nous produisons. Sinon, on ne va pas les revendre aux Chinois. Et puis donc, enfin, le problème du logement, tu en as parlé, qui est un problème très important parce que facialement, ça concerne uniquement la construction neuve. La construction neuve libre, c'est entre 100 et 120 000 logements par an. En revanche, ça commande un certain nombre de choses. Ça commande le marché secondaire, parce que ces 120 000 acquéreurs, ils revendent un logement, et donc ça vient alimenter le marché secondaire du logement. Ça permet à des personnes qui sont dans le locatif privé d'accéder à la propriété. Et quand quelqu'un part du locatif privé, eh bien c'est le locatif social qui voit également une place se libérer. Donc toute cette chaîne-là, aujourd'hui, elle est bloquée. Et vous le voyez bien, c'est commence à être difficile de trouver des locations dans les grandes villes. Puis la deuxième chose, c'est que les opérateurs privés sont les premiers producteurs de logements sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que les municipalités ont imposé des quotas sociaux. Et lorsqu'on fait un programme, on en vend une partie en libre et une partie aux HLM ou aux OPAC à des prix en perte, il faut le dire. Et donc c'est compensé par le prix auquel on vend le logement libre. Et donc cette production de logement social, elle ne peut plus se produire puisque les programmes sont arrêtés. Donc une situation quand même vraiment problématique de laquelle pour l'instant on ne voit pas la sortie parce que les mesures, il n'y a pas de mesures qui sont prises. Voilà, donc un certain nombre de dangers, mais encore une fois, il faut se réjouir de la force, de la puissance de l'économie de la région qui tient et qui nous permet de tenir notre rang tant en France qu'au niveau international. Voilà. Alors des questions ? Non ? Merci à tous. Merci Président. Voilà, bon, écoutez, si vous avez... Non, pas de questions, tout va bien, vous avez des explications, on vous libère.